Bonjour, ici Ladislas Maurice d'investisseur Globetrotter, ici à Asunción aujourd'hui au Paraguay et nous allons discuter de l'immobilier et faire quelques études de cas d'appartements ici en termes de location long terme et aussi Airbnb, donc tous les chiffres de retour sur investissement ensemble avec Sébastien. Sébastien, ça va? Ça va et toi, Ladislas? Très bien, très bien. Donc Sébastien, une agence qui aide les gens à déménager au Paraguay, mais aussi récemment, il a commencé une agence immobilière avec toute une équipe. Donc Sébastien, j'étais venu il y a 2 ans faire une analyse sur le marché immobilier ici à Asunción. À l'époque, je trouvais le marché moyennement intéressant, mais il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 2 ans. C'est ça a beaucoup changé depuis 2 ans. Alors dans un premier temps, on peut voir que les prix d'achat de l'immobilier ont un peu baissé. Pourquoi? Car maintenant, il y a de plus en plus d'édifices qui se sont construits, plus de concurrence. Donc, ils ont dû baisser les prix à l'achat des appartements. Mais par contre, à contrario, ce qui est intéressant, c'est que les prix de la location, eux, ont augmenté. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Les prix étaient très bas, mais ça reste encore très abordable. Pour du Airbnb, on peut avoir des chambres super intéressantes avec piscine, etc. pour 35 $ la nuit, quoi. C'est vrai que le Paraguay a vraiment changé en 2 ans, c'est vraiment incroyable. Quand on est dans un pays avec une croissance de 4-5% par an, les choses changent très vite, surtout quand la majorité de cette croissance est dans les centres-villes en fait. Donc la croissance, c'est pas forcément dans les petits villages au milieu de la campagne, la croissance, c'est dans quelques quartiers comme ça, beaucoup de la croissance. Donc on a du mal même à reconnaître certains quartiers de la ville avec tous les bâtiments qui poussent. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est le nombre d'étrangers qui ont déménagé ici. Donc ça, tu le vois avec ton business. Ça, nous, on le voit. Chaque mois, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Et même des personnes de certains pays en Europe qui ne venaient pas du tout, qui commencent à arriver en masse. Ouais. Donc, c'est une immigration qui est très positive. Et c'est pour ça que maintenant, je commence à considérer acheter de l'immobilier ici. Alors qu'il y a 2 ans, je me disais non, c'est pas pour moi. Maintenant, je vois vraiment la thèse de c'est un pays sain en Amérique du Sud, avec peu d'impôts, avec des bonnes perspectives de croissance, avec de l'indépendance énergétique au niveau agricole, etc., peu d'endettement. Tous les bons aspects du Paraguay sont maintenant reconnus de plus en plus à l'étranger et les gens viennent. Donc, quand on est investisseur immobilier, qu'on voit plein de gens qui viennent et des gens de haute qualité qui déménagent ici, qui immigrent ici, ça commence à devenir intéressant. Voilà, donc les prix ont baissé ici dans le centre-ville où les expatriés aiment bien aller, où il y a toutes les activités, mais ce n'est pas le cas dans les banlieues. C'est ça, tout à fait. Alors, dans les quartiers à proximité du centre exécutif, comme par exemple Luque, là, les prix ont augmenté. Parce que justement, comme il y a beaucoup de développement dans le centre exécutif, il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont un peu en dehors, et du coup, ça fait augmenter les prix de l'immobilier. Voilà, donc c'est une situation intéressante où en fait maintenant, le gap de prix entre les banlieues et le centre-ville n'est pas si énorme que ça, alors que pourtant tous les étrangers avec de l'argent viennent ici dans le centre-ville. Donc le centre-ville, en 2 ans, est devenu bien plus intéressant d'un point de vue investissement. Mais bon, on va faire les chiffres. On va voir que ce ne sont pas des chiffres fantastiques. On ne vient pas ici pour se faire d'énormes rendements. C'est vraiment pour la diversification, mais les chiffres ne sont pas mauvais non plus. C'est ça. Ok, donc là, on est dans le quartier. Tu peux nous dire un peu sur le quartier? C'est qu'on voit des trucs un peu amusants comme ça, là, des maisons comme ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est dans le quartier Mariscal, donc pas très loin du shopping Mariscal. Et c'est un quartier à la base qui est résidentiel. C'est pour ça qu'on a ce genre de maisons qui sont très sympathiques. Et puis maintenant, il y a des immeubles qui commencent à se construire à côté, autour. Mais ça ne va pas être un quartier où il va y avoir des tours les unes sur les autres, comme il y a un peu dans l'autre quartier, Las Lomas. Ouais. Donc ici, c'est un bon mix entre les deux. Ouais, et ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que le prix au mètre carré ici est devenu assez cher, mais les maisons sont déjà pas trop mal. Donc les gens ne vont pas détruire une maison comme ça pour faire un bâtiment derrière. Alors que quand on va dans d'autres quartiers, justement, c'est des petites maisons qui sont pas belles. Donc c'est facile pour les promoteurs d'arriver, d'acheter et de construire des tours dans tous les sens. Ici, ce sera toujours un peu limité. Et ce que tu peux nous expliquer, c'est que c'est vraiment important pour la clientèle, c'est vraiment important pour tes clients européens de comprendre la culture des centres commerciaux. Bon, les Québécois comprennent, mais explique s'il te plaît aux Suisses, aux Français, aux Belges, pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de centres commerciaux. Voilà, donc c'est vrai qu'en France et en Europe, on n'a pas trop cette vision. En Amérique latine, au Paraguay, les centres commerciaux, c'est un endroit important. C'est où les gens vont se promener la semaine, le week-end, en famille. Comme il fait chaud dehors,
Le Paraguay, c'est pas un pays où les gens marchent, vont se promener. Ils vont se promener, mais dans les centres commerciaux. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, investir pas très loin d'un centre commercial, c'est généralement une très bonne idée parce que les gens se réfèrent généralement à ça. Voilà. Et il faut comprendre aussi un peu le life cycle du centre commercial. C'est qu'un centre commercial peut devenir un peu vieux. Et après, il y a un nouveau centre commercial où les gens préfèrent aller. Donc, il y a toute cette dynamique à prendre en compte. Donc, c'est vraiment très différent. Et c'est pas comme aller à Carrefour. Faut comprendre. C'est pas, les gens vont pas se promener à Carrefour. C'est différent. Les centres commerciaux ici sont vraiment beaux. Ils sont très beaux. On s'y plaît même à se promener dedans. Donc, il y a plein de magasins pour acheter des vêtements, pour boire un petit café. Il y a des très bons restaurants aussi. Généralement, c'est ce qu'ils font. Ils mettent des très bons restaurants dans les centres commerciaux pour faire ramener du monde un maximum, quoi. Ouais, donc c'est pas comme le self à Carrefour. Le flunch. Ok, très bien. Donc on va aller voir maintenant on va aller voir un appartement une chambre à coucher ici. C'est ça. On va aller faire tous les chiffres en détail et ensuite on va aller voir un petit studio. C'est parti. Allons-y. Donc avant de rentrer dans les chiffres, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Ascension, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, etc. Il y a un lien en dessous. Et aussi, vous avez écrit une fac. C'est ça, on a une FAQ sur l'immobilier, on parle investissement, les quartiers, les impôts, etc. Parfait, très bien, donc il y a un lien en dessous. Ok, donc cet appartement, il coûte combien? Alors cet appartement, il coûte 79 000 $ sur plan. Ok, très bien. Donc disons, j'achète ça sur plan. Et donc quand c'est sur plan, on peut payer sur combien de temps? Généralement entre 30 et 36 mois, sans intérêt. Très bien, ok. Et les frais de notaire? Frais de notaire, on est à 4%. 4%. Ok, donc là, si on veut faire de la location vide sur le marché local sans meubles. Sur le marché local, sans meubles, cet appartement en une chambre, on est à 500 $ par mois. Ok, donc l'équivalent en guarani. C'est ça. Ok, et le taux d'occupation serait de combien? Le taux d'occupation, on est à peu près à 90%. Donc c'est assez facile de louer ça. Ouais. Ok, et tes frais de gestion de ton agence? Nous, les frais de gestion, on est à 10%. 10% sur le long terme. C'est ça. Ok, et les frais de copropriété? On a aussi des charges de copropriété. Donc là, ici, dans cet appartement, par mois, on est à peu près à 60 $, 58 $. Ok. Et est-ce que tu mettrais un budget pour l'entretien? Tu mettrais combien à peu près? Toujours consacrer un petit budget pour l'entretien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, sur un appartement comme ça, 400 $, c'est suffisant. Ok, donc on finit un rendement net d'un petit peu moins de 4%. Est-ce que c'est typique du marché? Oui, c'est typique du marché. En net, 4%, c'est à peu près ça. Ok, mais toi, tu conseilles à tes clients d'ajouter des meubles? Oui. Pour augmenter un petit peu la rentabilité, on peut ajouter des meubles. Et donc là, tous ces meubles, la télé, tout ça, le couch, on en aurait pour combien? Généralement, à une chambre, pour 4 000 $, on a déjà des beaux meubles dans l'appartement. Ça suffit. Ok. Et le loyer passera à combien? Du coup, là, pour le loyer meublé, on passe de 500 à 650 $ par mois et on ajoute un petit peu de frais pour l'entretien. Donc là, on finit avec un rendement net d'un petit peu plus de 4,5%. C'est ça. Donc, est-ce que tu conseilles aux gens de faire du long terme ou de faire du Airbnb? Alors, tout va dépendre de ce que la personne cherche, mais faire du Airbnb aujourd'hui, ça reste aussi intéressant sur Asunción. Ouais, c'est qu'on voit dans le marché, il y a un manque en ce moment. Donc, je crois que le manque ne va pas durer, vu ce qui se construit, mais pour l'instant, il y a un manque. Personnellement, si je devais acheter ici, je mettrais sur Airbnb. Et si Airbnb commence à moins bien marcher, clac, je me mettrais en long terme. Donc, un appartement sur Airbnb, ce serait combien par nuit? Alors, un appartement comme ça, d'une chambre, pour rester conservateur, on a 35 $ la nuit. Et le taux d'occupation?
Taux d'occupation, pareil, pour rester conservateur, 70%. Voilà, et le taux d'occupation dans ces quartiers-là est certainement plus élevé que 60. Oui, il suffit de faire une belle annonce avec des belles photos et Ouais. tout de suite le taux d'occupation va monter. Ici, il y a des annonces, mais les gens ne les travaillent pas. C'est assez pathétique quand on voit des annonces sur Non, mais Airbnb. c'est affolant. C'est pas compliqué de faire mieux que la concurrence. Et là, vos frais de gestion, Alors là, nous, nos frais de gestion pour du Airbnb, on est à 20% du chiffre d'affaires. ok. Et l'Internet, l'eau, l'électricité, tout ça, parce que là, on a à payer. Ce serait combien par mois à peu près le budget? Alors le budget pour l'électricité et Internet, on est à peu près à 60$ par mois. Ok. Donc là, on finit avec un rendement locatif de presque 5,5%. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est typique? Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut faire mieux. Suffit de faire vraiment des belles annonces sur Airbnb et le taux d'occupation va directement augmenter à 90% et plus. Ouais. Donc, on regardait les chiffres. Dans le marché actuel, on peut faire mieux. Vous avez des clients, eux, qui arrivent à faire du 7,5% net. C'est ça. Je me sens pas comfortable de mettre des chiffres comme ça, vu que je crois qu'il va y avoir plus d'offres sur le marché. Donc, on a mis des chiffres conservateurs. Mais là, pour les gens qui viennent maintenant, ils peuvent se faire plus. C'est ça. Très bien. Donc maintenant, on va aller voir un petit studio. Voilà, pour faire un peu la comparaison en termes de rentabilité. Ok, allons-y. Donc maintenant, on va se commander un taxi pour aller voir le studio. Donc on peut voir qu'on est à 10 minutes de voiture et on va payer 1,50 € de taxi. Bon, Ladislas, ce qui est important à comprendre, là où on est dans cet édifice, on est dans un autre quartier, mais il y a une belle piscine, il y a une salle de jeu pour les enfants. Donc là, on va pas forcément se référer au prix au mètre carré, on va plutôt regarder qu'est-ce que l'édifice apporte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens aussi veulent. Si vous avez une toute petite piscine et pas forcément une salle de sport, comparé à ici, il y a même un jacuzzi sur la terrasse, comme tu as pu voir, bah, tout de suite, ça apporte de la valeur à l'appartement. C'est ce que les gens recherchent aussi. Je dirais surtout quand les gens viennent d'Europe. Donc imaginez, vous habitez à Charleroi en Belgique, vous arrivez ici, vous avez des loyers similaires, mais tout d'un coup, vous avez une piscine, vous avez un jacuzzi, vous savez tout ça. Donc de manière générale, les étrangers, quand ils viennent ici, parce que les loyers sont pas trop chers, ils se font plaisir, ils veulent être dans des bâtiments avec des beaux amenities, des belles piscines, tout ça. C'est ça, tout à fait. Donc là, du coup, pour un studio non meublé, aujourd'hui, on va être à 400$ par mois. Pour un meublé, ça va être un peu plus. On va être à 500$ avec un taux d'occupation similaire au premier appartement. Donc du coup, cet appartement en Airbnb marche très bien parce que même si on est dans une surface qui est plus petite, vu qu'il y a la piscine, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, ça se loue très très bien. D'accord ? Donc pour du Airbnb, aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a, on a une rentabilité de 6,2. Donc le taux d'occupation n'est pas à 70, il est à 90%. Donc tout de suite, ça augmente la rentabilité drastiquement. Du reste, on parlait au locataire, et c'est un Suédois qui vient de Stockholm. Il est ici, c'est un digital nomade, il a quitté la Suède parce qu'il ne voulait pas payer 50% d'impôts. Il est ici et il veut passer quelques mois chaque année ici à Asunción et ensuite le reste du temps voyager à travers le monde. Et il hésitait justement à lui parler quand vous lui avez dit que vous aviez une agence pas seulement pour gérer mais aussi pour investir. Il était intéressé. Ah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher que Stockholm. Mais ça... Il a tout de suite fait la comparaison avec Stockholm. Il dit ouais, c'est quand même sympa, il y a une piscine. Vous imaginez, il y a une piscine. Donc c'est exactement le genre de choses que les gens recherchent. Et c'est intéressant parce que c'est des personnes qui viennent en Airbnb, mais il va rester 1 mois et demi cette personne dans le Airbnb. Donc c'est ça qu'il faut aussi augmenter les taux d'occupation. Ouais, c'est pas une destination où les gens viennent à Asunción pendant 3 jours. C'est pas Budapest, où les gens viennent pour le week-end, pour rendre visite. Quand les gens viennent ici, c'est au moins pour quelques semaines, pour faire des papiers, pour faire du business, etc. Il n'y a pas vraiment de tourisme backpacker ou de weekend trips ici à Asunción parce que fondamentalement, en tant que touriste, il y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est un endroit qui est très bien pour le lifestyle,
mais d'un point de vue de tourisme, il n'y a pas grand-chose. C'est ça. Donc voilà, cet appartement, ce studio, en termes de rentabilité, on va de 4,2 à plus de 6,2 en Airbnb, avec un beau listing, une belle annonce. À 70% d'occupation, mais vous êtes à 90. C'est ça. Ok. Alors, au niveau des réglementations Airbnb, pour l'instant, il n'y en a aucune. Aucune réglementation. Ok, donc on peut faire du Airbnb comme on veut, aucune restriction. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont commencé à dire « nous, on ne veut pas de Airbnb » dans certains Non. bâtiments? Pour l'instant, non. Ok. Donc c'est un risque, mais en même temps, c'est pas un endroit qui attire des touristes. Donc, je crois pas que ça dérange pas les gens tant que ça. Les gens viennent pas ici pour 3 jours pour faire la fête. Non, pas du tout. Courir les filles, tout ça, c'est pas trop le type de gens qui débarquent ici. Donc, je crois qu'il n'y aura pas trop de régulation et c'est pas trop dans la mentalité du pays de vouloir restreindre ce que les gens peuvent faire avec leur propriété privée. Mais bon, Peut-être pas du tout dans la politique du pays. Mais bon, c'est jamais, comme tu dis, un jour ça peut changer. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a un marché du long terme au niveau des trucs meublés, donc vous pourrez toujours trouver des locataires. Très bien. Donc, comme on a mentionné un peu plus tôt, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Asunción, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers évités. Il y a un lien en dessous. Et vous pouvez aussi télécharger le FAQ, le FAQ de Sébastien, qui explique plein de choses aussi sur le marché immobilier ici à Asunción. Il y a un lien, vous pouvez télécharger. Sébastien, merci à Lucas. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.